Le Toymaker, Maestro, le Trickster ou encore Sutek, tous font partie de ce qu'on appelle le Panthéon de la Discorde. Mais qu'est-ce que c'est le Panthéon de la Discorde? Et qui sont ses autres membres? C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Panthéon de la Discorde de Doctor Who. Déjà commençons par le plus évident, attention il va y avoir du spoil. On va spoiler globalement la saison 1, les épisodes des 60 ans et d'autres éléments un peu par-ci par-là dans l'univers de Doctor Who. Cette nouvelle ère a apporté une toute nouvelle menace, par le biais du Panthéon de la Discorde et de tout ce qui est magique. Jusqu'à présent Doctor Who était plutôt de la science-fiction, maintenant il y a des éléments magiques qui se rajoutent à cela, des événements un peu plus surnaturels, dont le Panthéon de la Discorde fait partie. En réalité ça fait presque depuis le début de la série que le Docteur affronte ce Panthéon, sans même le savoir, vu que le Toymaker est un des tout premiers ennemis de la série. Mais on va voir dans cette vidéo que le Panthéon n'est peut-être pas aussi ancien qu'il n'y paraît. Donc globalement, comment va se dérouler cette vidéo? Je vais me baser sur le discours de Harriet Harbinger dans The Legend of Ruby Sunday, là où elle présente tous les membres du Panthéon. Et on va aborder chaque membre un par un. Il y en a où ça va être un peu plus long que d'autres parce qu'il y en a où on n'a pas beaucoup d'infos dessus. On va alors voir tout ce qu'on sait sur ces membres individuellement. Et pour ceux où on sait pas grand chose, on va essayer de théoriser un petit peu. Mais pas énormément, hein. C'est pas vraiment une vidéo de théorie aujourd'hui. On est vraiment sur les faits. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur le Panthéon de la Discorde. Enfin, sauf si j'oublie des trucs, mais normalement, vous saurez tout. Et on commence avec le plus ancien au niveau des apparitions dans la série, avec évidemment... Le Toymaker apparaît pour la première fois dans The Celestial Toymaker, un épisode du premier Docteur. Un épisode qui a aujourd'hui des parties qui sont perdues, même si la BBC a enfin sorti une version animée de cet épisode, donc on peut quand même le regarder. C'est un être très puissant, comme à peu près tout le monde dans cette vidéo, qui a sa propre dimension, où il peut faire exactement ce qu'il veut. Globalement, il peut faire ça partout où il est, mais dans sa dimension, c'est encore plus puissant. Il peut changer la réalité à sa guise, n'est limité par aucune règle, sauf une, la règle des jeux. Son seul objectif dans la vie, c'est de gagner à des jeux. Il défie donc tout le monde. Ceux qui perdent à ces jeux deviennent ses jouets, mais si c'est lui qui perd, il est battu et le gagnant a le droit à une récompense sous forme d'une sorte de vœu. En fait, on sait pas vraiment ce qui se passe si quelqu'un d'autre que le Docteur gagne, parce que c'est toujours le Docteur qui gagne, et du coup sa récompense c'est toujours de bannir le Toymaker. Et ça c'est très important pour lui et pour beaucoup d'autres membres du Panthéon de la Discorde. Ce sont des êtres tout puissants, des véritables dieux, mais si le Toymaker perd à un jeu, il perd. Il ne peut pas contourner cette règle. C'est un peu le même principe pour d'autres membres, mais un peu différent, mais le Toymaker est soumis aux mêmes règles que nous sur ces jeux. Dans le premier épisode où il apparaît, The Celestial Toymaker, il sépare le Docteur et ses compagnons, défie le Docteur à un jeu, pendant que ses compagnons doivent réussir plusieurs épreuves, plusieurs jeux. Ils doivent faire ça avant que le Docteur ne finisse son jeu. Ils y arrivent finalement évidemment, sauf que pour sortir de la dimension du Toymaker, le Docteur doit finir son jeu. Sauf qu'en faisant ça, ça va faire disparaître cette dimension et donc tout le monde va mourir. Dans l'épisode, le Docteur utilise un système ingénieux où il reproduit la voix du Toymaker pour bouger la pièce du jeu à distance, ce qui lui permet de faire décoller le TARDIS pile à ce moment-là et donc de s'échapper. La dimension du Toymaker étant alors détruite, mais pas le Toymaker, parce que même s'il peut être banni de notre univers ou sa dimension détruite, le Toymaker en tant que tel ne meurt jamais. C'est un être littéralement immortel. Le Docteur a donc peur qu'un jour, il pourrait revenir. Et en effet, pratiquement 60 ans plus tard, le Toymaker est de retour. Après que le Docteur ait jeté du sel par superstition aux confins de l'univers, les barrières entre la réalité et la fiction se sont un peu affaissées, ce qui a permis à des entités comme le Toymaker de revenir. Le Toymaker arrive donc dans notre dimension cette fois et pas dans sa dimension, et il rend fou l'espèce humaine. Le Docteur lui propose donc un jeu, le Docteur perd, donc ça fait égalité, un partout, et donc il faut un troisième jeu. Pour le troisième jeu, le Toymaker veut jouer avec le Docteur suivant, du coup il tue le Docteur qui se régénère, mais qui se divise, il se bi-régénère, bon j'imagine que vous avez vu l'épisode. Bref, du coup il y a deux Docteurs contre le Toymaker, le Docteur gagne, et il décide de bannir le Toymaker de cet univers. Mais avant ça, le Toymaker prévient que ses légions arrivent. Du coup on retient, il existe les légions du Toymaker, on y reviendra un peu plus tard. Le Toymaker est donc le tout premier arrivant du Panthéon de la Discorde dans la série, même si évidemment à l'époque il n'était pas du tout question de Panthéon de la Discorde. Il était même sous-entendu et dans les plans de base des scénaristes de The Celestial Toymaker, donc des créateurs du personnage, d'en faire un membre de la même espèce que le Docteur, donc un Seigneur du Temps, même si à l'époque les Seigneurs du Temps non plus n'existaient pas, mais au final ils sont pas de la même espèce parce que clairement le Toymaker n'est pas un Seigneur du Temps. Il est aussi important de noter que c'est bien quand le Docteur fait son truc avec le sel que le Toymaker peut enfin rentrer dans notre
notre univers. La première fois, il n'était pas dans notre univers. Il était dans sa dimension de poche à lui, dans laquelle il avait attiré le docteur. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est vraiment le moment pivot où dans l'univers de Doctor Who, la magie, le supernaturel est entré dans notre univers. A noter aussi que quand il arrive dans notre univers, c'est en 1925. Tout comme un autre personnage dont on va parler un peu plus tard. Donc peut-être que le truc du sel là, ça s'est passé en 1925, parce qu'on connaît pas vraiment la date, vu qu'il était à l'autre bout de l'univers. Ou peut-être que ça a ouvert la voie en 1925. En tout cas, j'ai l'impression que c'est là que tout a commencé. On verra. Et pour les légions du Toymaker, c'est super intéressant. Parce que quand ça a été prononcé pour la première fois, on connaissait pas du tout le Panthéon. Globalement, tout le monde pensait que ce serait les légions du Toymaker, les ennemis de cette nouvelle ère. Et que du coup, le Toymaker serait le chef, la personne au-dessus. Du coup, quand Maestro est arrivé, on en parle un peu plus tard évidemment, on s'est dit, ah, c'est les légions du Toymaker qui commencent. Sauf qu'en fait, ça fait pas trop de sens. Comme on le verra quand on parlera de Maestro, Maestro n'aime pas du tout le Toymaker. Donc ça aurait pas trop de sens que Maestro soit à ses ordres. Et de plus, maintenant, avec Sutek et tout ça, on le sait, dans le Panthéon, tout le monde est à égalité, sauf Sutek qui est un peu au-dessus. Et donc je pense qu'on a toujours pas vu de membres des légions du Toymaker. Ils viendront sûrement pour essayer de libérer leur chef, qui est enfermé à Unit pour le moment. Mais pour l'instant, rien. Voilà, c'est tout pour le Toymaker, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle plus en détail du premier épisode où il apparaît. Passons à la suite avec un autre membre où ça fait un petit moment déjà qu'il est dans l'univers de Doctor Who, mais beaucoup moins connu car pas apparu dans la série principale. J'en dis pas plus, passons au Trickster. Le Trickster est le membre du Panthéon qu'on a le plus vu, mais comme je l'ai dit juste avant, jamais dans la série principale. En effet, il apparaît dans le spin-off The Sarah Jane Adventure, un spin-off sur l'ancienne compagnon du Docteur, Sarah Jane. Il apparaît plus spécifiquement pour la première fois dans un épisode où il passe un marché avec. Accrochez-vous bien. Dans son enfance, quand elle était à peu près au collège, Sarah Jane n'a pas pu sauver une de ses camarades de classe, Andrea Yates, qui est tombée d'un ponton dans une mer déchaînée, et c'est un truc qu'elle n'a jamais oublié. Le Trickster arrive à ce moment-là, donc il peut déjà voyager dans le temps sans aucun problème. Il passe un marché avec cette camarade au moment où elle est en train de tomber. Il lui sauve la vie si elle échange sa place avec Sarah Jane, ce qu'elle accepte évidemment. Du coup, Sarah Jane meurt à ce moment-là et dans le présent, personne ne se souvient d'elle, à part Maria, une des personnages de Sarah Jane Adventure, qui avait un objet spécial, bref, elle s'en souvient, et Andrea Yates, du coup, qui habite à la place de Sarah Jane et qui se souvient d'elle comme sa camarade qui est morte à ce moment-là. Les rôles ont vraiment été inversés. Sauf que, en fait, il y a une météorite qui allait s'écraser sur la Terre à ce moment-là dans le présent, et Sarah Jane avait un plan pour la détruire, sauf que vu qu'elle est plus là, la météorite va s'écraser. Au final, la seule personne qui peut régler la situation, c'est Andrea Yates. Maria arrive à la convaincre de rompre le marché, ce qu'elle fait, se sacrifiant donc pour sauver la Terre, et la météorite peut être arrêtée par Sarah Jane, et le Trickster est vaincu. Je vais pas décrire toutes les apparitions du Trickster, parce que comme je l'ai dit, il y en a beaucoup. C'est vraiment l'antagoniste principal de Sarah Jane Adventure. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Le Trickster passe un marché avec quelqu'un qui va mourir. Il lui échange la vie contre quelque chose qui modifie la timeline pour créer du chaos. Et le seul moyen de battre le Trickster, c'est que la personne avec qui il a passé le marché rompt le marché. Donc c'est toujours un sacrifice de la personne humaine. Enfin, je pense qu'il peut faire ça avec d'autres personnes que des humains, mais pour l'instant il a fait ça qu'avec des humains, je crois. Il y a même le docteur de David Tennant qui vient aider dans un épisode. Le Trickster devait aussi revenir pour le final de la saison 5, où on aurait appris que Sky, une enfant alien recueillie par Sarah Jane, était en fait son enfant et qu'elle était en fait une arme pour battre Sarah Jane. Mais ce final n'a malheureusement jamais vu le jour du fait du décès de Elizabeth Sladen, l'actrice de Sarah Jane, et donc le Trickster n'est plus jamais réapparu. Le Trickster qui est, encore une fois comme tout le monde dans cette vidéo, très puissant. Il peut littéralement changer les timelines. Il peut créer des what if, des et si quelque chose s'était produit différemment. Mais comme le Toymaker, il est limité dans son pouvoir, il ne peut modifier les timelines que s'il passe un marché avec quelqu'un. Ce qui fait que si la personne rompt le marché, son plan tombe à l'eau. Tout comme le Toymaker, il est tout puissant, mais dans une limite. Il n'est jamais apparu dans la série principale comme je l'ai dit, mais pour moi ce n'est qu'une question de temps. Déjà parce que il a été mentionné comme faisant partie des panthéons de la Discord, mais aussi parce que je ne peux m'empêcher de voir des liens entre l'histoire de Sky et l'histoire de Ruby. Donc peut-être que toute la storyline autour de Sky n'a pas été abandonnée, mais va être réutilisée pour Ruby. Et je sais qu'on connaît les parents de Ruby, enfin on connaît sa mère, pas encore son père, mais je pense que son père aussi est tout à fait lambda, mais je pense toujours que le Trickster peut être derrière tout ça. Le Trickster a lui aussi une brigade, une sorte de légion du Toymaker, mais pour le Trickster. On ne connaît que deux membres, le scarabée dans Turn Left et la femme qui utilise le scarabée dans Turn Left. Eux, ils sont apparus dans la série principale, mais le Trickster en lui-même, pas encore. D'ailleurs, à noter très intéressant, Panthéon de la Discord, ça vient du Trickster. C'est lui le premier à en avoir fait mention. Le Panthéon de la Discord, à l'époque, était bien différent, mais était surtout pas canon. C'était dans les comics, dans les audios, tout ça. Enfin, le nom Panthéon de la Discord l'était, on savait que le Trickster en faisait partie, mais tous les membres, non. C'est pour ça que les membres ne sont pas du tout les mêmes, à part le Toymaker qui est toujours là quand même, et le Trickster. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle le nouveau Panthéon Panthéon de la Discord, même si au final, le nom n'a pas encore été prononcé dans la série. Passons maintenant au membre le plus récent.
Maestro est donc le membre le plus récent puisque Maestro est apparu en saison 1. Enfant du Toymaker, Maestro est le seul membre à avoir un lien de parenté avec un autre membre, de ce qu'on sait pour le moment. Enfin non, il y en a un autre, mais on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. On ne sait pas si Maestro est l'enfant unique du Toymaker, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que Maestro déteste le Toymaker. Maestro apparaît aussi en 1925 du coup comme le Toymaker, mais c'est en 1963 que le docteur l'affrontera. Globalement, Maestro veut enlever toute la musique, tous les sons de l'univers pour entendre la musique du silence stellaire. Et encore une fois, Maestro être surpuissant, qui a une seule règle, si tu trouves le bon accord de musique, tu peux bannir Maestro. C'est le docteur qui jouera l'accord presque en entier, il ne manquera qu'une note, que John Lennon et Paul McCartney qui passaient par là trouveront. Maestro a un annonceur sous la forme de Henry Harbinger, on reparlera un peu plus tard des annonceurs de Dieu, mais celui de Maestro est toujours là après son bannissement, sous-entendant potentiellement un retour. On ne sait pas vraiment ce que sont les Harbingers, mais globalement ils annoncent le retour des dieux, sauf que seul Maestro et Sutekh en ont pour le moment, donc on verra vraiment comment ça marche plus tard, j'imagine. Peut-être que seul Sutekh en a normalement, mais qu'il en a donné un à Maestro, et peut-être qu'il en a pas donné au Toymaker, juste parce que le Toymaker ne venait pas là en tant que panthéon de la Discord, mais juste pour se venger du docteur. Ça explique d'ailleurs peut-être pourquoi Maestro savait pour The One Who Waits qu'il arrivait bientôt, et pas le Toymaker qui connaissait juste son existence et qui voulait pas l'affronter. Enfin bref, passons à la suite, au membre le plus mystérieux de ceux qui sont déjà apparus dans la série. Alors, The Mara est la seule entité qu'on a déjà vue dans la série, mais que moi je n'ai pas encore vue car je n'en suis pas là dans les classiques. Donc je vais faire de mon mieux. Et en plus de ce que j'ai compris, les épisodes où Mara apparaît sont parmi les plus perchés de la série, donc je suis pas aidé. Mara apparaît donc dans 2 épisodes du 5e Docteur, et seulement ces épisodes-là. C'est une entité créée en utilisant les mauvaises pensées des habitants d'une planète, la planète Manusa, et en les rassemblant grâce à un cristal magique, et du coup ça a créé Mara. Donc c'est un être fait de mauvaises pensées, et qui se nourrit de mauvaises pensées. Mara se nourrit de la malveillance des gens. Du coup, le principe c'est que Mara prend possession de personnes, ça leur fait un tatouage en forme de serpent et ça lui permet de se nourrir de leur côté sombre. Mara apparaît notamment dans les rêves de ses victimes. Évidemment, il y a un empire en son nom. Mara a régné pendant beaucoup d'années et au final, il s'est fait bannir. Du coup, dans Kinda, son premier épisode, Mara revient grâce à Tigan, qui est une ancienne compagnon du docteur, et essaye de reprendre la tête de son empire, mais échoue grâce au docteur, qui met juste des miroirs en cercle autour pour que Mara voit sa propre réflexion, ce qui le bat. Mais évidemment, comme tous les dieux de ce panthéon, Mara n'est pas vraiment vaincue, et du coup dans Snake Dance, Mara revient, mais cette fois-ci son objectif c'est juste récupérer un corps. Évidemment le docteur le bat encore une fois, cette fois-ci définitivement, sauf que visiblement pas, vu que Mara fait partie du panthéon de la Discord maintenant. Globalement ce qu'il faut retenir c'est que Mara utilise les mauvaises pensées de ses victimes, pour se nourrir notamment. Mara n'a pas vraiment de forme fixe, mais sa forme de serpent est la plus représentative. Tigan est un personnage clé des 2 épisodes, c'est grâce à Tigan globalement que Mara revient à chaque fois, et vu qu'on sait que Tigan travaille actuellement à Unit, c'est pas impossible de la voir revenir si Mara revient à un moment. Et pour finir avec Mara, si vous en savez plus, si vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez surtout pas en commentaire. D'ailleurs ça marche aussi pour n'importe quel autre point de la vidéo, n'hésitez pas. Maintenant passons au dernier membre qu'on a déjà vu dans la série, et pas des moindres. Sutekh, le dieu des dieux donc. Bon alors, vous le connaissez déjà forcément, mais au cas où, Sutekh est un alien, un Osirien. Il arrive sur Terre durant l'Égypte antique. Lui et les autres Osiriens sont pris pour des dieux. Ça devient la mythologie égyptienne. Sutekh devient Seth. Il pense que la vie est une maladie et veut guérir l'univers en tuant toute forme de vie. Il a donc été enfermé par son frère, Horus, et tous les autres Osiriens. Le docteur le rencontre alors une première fois dans Pyramid of Mars, alors que Sutekh essaye de se libérer en détruisant les pyramides qu'il y a sur Mars, qui le retiennent prisonnier. À la fin de l'épisode, il y arrive. Il arrive alors sur Terre en passant par le vortex temporel, sauf que le docteur le modifie et piège Sutekh à l'intérieur de celui-ci pour l'éternité, vu que Sutekh est immortel. Sauf que le vortex temporel est aussi là où voyage le Tardis. Sutekh s'est alors accroché au Tardis à ce moment-là et il ne l'a plus jamais lâché. Partout où le docteur se posait, à toute époque, Sutekh déposait un ange de la mort, sous l'apparence de Susan Twist. Mais on se posait la question, et ça a maintenant été confirmé, Sutekh est sur le Tardis mais il dort. Il n'est pas vraiment conscient durant toute cette période-là où il dépose les anges de la mort. Non, ce n'est qu'à partir du moment où Donna renverse son café dans le Tardis que ça le réveille. C'est pour ça que ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on entend le bruit du Tardis qui souffre et qu'on voit vraiment les Susan Twist, qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, alors que elles ont toujours été là théoriquement. Et donc en 2024, Sutekh se montre au docteur, dévoile son plan, le met à exécution et tue tout l'univers grâce au docteur et ses voyages. Sauf que le docteur utilise le pouvoir de mort de Sutekh pour tuer la mort dans tout l'univers et dans toutes les époques et fait donc revivre
revivre tout ce que Sutekh avait tué. D'ailleurs je précise bien, ce n'est que ce que Sutekh avait tué. C'est-à-dire que les personnes qui sont mortes d'une autre manière, je pense notamment à Gallifrey, les Time Lords ne sont pas de retour théoriquement. Après peut-être qu'on va nous dire que si en fait, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et ensuite le docteur lâche Sutekh dans le vortex temporel, cette fois-ci définitivement. En tout cas jusqu'à la prochaine fois. Sutekh est clairement le plus puissant. C'est le seul à ne pas réellement être un dieu, dans le sens où c'est juste un extraterrestre. Ce n'est pas comme le Toymaker qui vient d'une autre dimension et qui a des pouvoirs au-delà de notre compréhension, mais c'est tout de même le plus puissant, notamment grâce au fait qu'il ne soit pas vraiment un dieu, ce qui lui permet de ne pas avoir une règle débile qui lui empêche d'avoir les pouvoirs au maximum. Il ne peut pas être battu si on le bat au jeu, si on trouve un accord spécial ou si on rompt le pacte, puisqu'il ne fait pas de pacte. Donc pour moi c'est pour ça qu'il a réussi à se placer au sommet du Panthéon, bien qu'étant juste un extraterrestre comparé aux autres dieux. Sutekh est quand même appelé le père et la mère de tous les autres. Pour moi ça veut pas dire que Sutekh est le parent de tous les autres dieux du Panthéon. Pour moi ça veut vraiment dire que Sutekh est devenu si puissant, notamment en restant sur le Tardis aussi longtemps, qu'il a recueilli les autres dieux pour faire le Panthéon de la Discorde, et qu'il les a peut-être rendus plus puissants, notamment il a donné peut-être un Harbinger à Maestro, peut-être que c'est lui qui les a fait revenir, vu qu'on sait qu'il a été réveillé dans Wild Blue Yonder, peut-être que ce n'est pas le sel du docteur mais lui, ou les deux combinés. Après du coup c'est un peu bizarre de le battre si vite dans la nouvelle ère, alors qu'on n'a même pas encore vu tous les autres membres, parce que je parle même pas du fait que Trickster et Mara on les a pas revus dans la nouvelle série, mais il y a même d'autres membres qu'on va parler juste après, qu'on n'a jamais vu du tout, et théoriquement on risque de les voir un jour, mais on sait déjà qu'ils sont moins puissants que Sutekh, qui a été battu par le docteur. Donc peut-être que Sutekh n'a pas réellement été battu, et peut-être qu'il reviendra avec tous les membres du Panthéon de la Discorde pour un affrontement final contre le docteur et plein d'autres gens, notamment Unit, les anciens compagnons, Rogue, River Song, imaginez n'importe qui, ça sera le Avenger de Doctor Who. En tout cas je ne sais pas si ça arrivera, mais c'est une possibilité. Et donc maintenant parlons des autres, ceux qu'on n'a jamais vus dans la série et qui sont du coup très intéressants. On a tout d'abord Reprobate, the God of Spite. En français, ça donnerait un truc du genre réprouvé, le dieu du dépit, un dieu très joyeux donc. Et le fait qu'il soit nommé avec son nom dieu de quelque chose, comme les autres d'avant, me fait dire que on va le voir, que c'est vraiment une entité définie. Donc potentiellement The Oldest One, parce que on ne sait toujours pas qui est The Oldest One dont Maestro nous a parlé, et potentiellement c'est quelqu'un du Panthéon. Même si pour moi, The Oldest One c'est vraiment le Trickster, mais c'est possible que ce soit un autre. Et il y a aussi Mrs. Flood. On ne sait pas vraiment qui c'est. Il y a bientôt une vidéo qui arrive sur la chaîne Théorie sur Mrs. Flood, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, c'est possible que ce soit Reprobate ou les autres. Les autres, comme par exemple Incensor, the God of Disaster. En français, je sais pas trop comment traduire Incensor. Incenseur, j'ai trouvé, quoi que ça veuille dire. En fait, incense, en anglais, c'est rendre en colère. Donc, Incensor, ça serait celui qui rend en colère, le taquineur peut-être. En plus, ils l'ont sûrement traduit en VF, mais j'avoue, j'ai pas regardé en VF, du coup, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, comment ils ont traduit Incensor. En tout cas, c'est le dieu du désastre, le dieu des désastres. Et pareil que pour Reprobate, le fait qu'il soit dieu de quelque chose, ça me fait dire qu'on va le voir aussi. Et donc c'est potentiellement The Oldest Ones ou Mrs. Flood ou quelqu'un d'autre encore. Et surtout c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Parce que à ce moment-là du discours de Harbinger, quand elle présente le Panthéon, elle ne dit plus le nom du dieu, dieu de quelque chose. Elle dit Doubt and Dread, donc en français doute et terreur. Et elle dit que ce sont les enfants d'Incensor. Donc comme Maestro est l'enfant du Toymaker, Doubt and Dread sont les enfants d'Incensor. Encore des liens de parenté dans le Panthéon. D'ailleurs à noter que Maestro n'est jamais présenté comme l'enfant du Toymaker dans le discours d'Harbinger. C'est God of Music. Doubt and Dread n'ont pas de titre de dieu et sont juste présentés comme les enfants d'Incensor. Donc peut-être que ce sont vraiment des enfants, peut-être qu'ils n'ont pas encore atteint leur stade de dieu, peut-être qu'ils sont vraiment liés à Incensor, plus que Maestro n'est lié au Toymaker. Très étrange en tout cas. Ensuite on a la Threefold Deity of Malice, Mischief and Misery. En français, la trinité divine de la malice, du méfait et de la misère. Pour moi, quand j'ai entendu trinité divine, ça m'a tout de suite fait penser à un être qui aurait 3 visages. Un peu comme le tribunal vivant dans Marvel pour ceux qui ont la ref, mais ça peut aussi être 3 divinités qui sont toujours liées. Comme par exemple les dieux du Ragnarok dans Doctor Who. Donc du coup potentiellement c'est vraiment eux en fait. Les dieux du Ragnarok sont la trinité divine. Surtout que pour Malice et Misère je ne sais pas, mais Mischief c'est littéralement le titre de Loki. Donc admettons les dieux du Ragnarok c'est genre Thor, Loki et Baldur. Ça se tient. Après je sais pas du tout, j'ai pas vu l'épisode avec les dieux du Ragnarok, donc peut-être c'est expliqué que c'est pas du tout ça. De toute façon moi je ne pense pas que ce soit les dieux du Ragnarok, parce que je pense que si ça avait été le cas, Harbinger aurait appelé ça les dieux du Ragnarok, vu que le docteur appelle ça comme ça dans The Giggle. Et enfin, God of Skin, Shame and Secret. En français, les dieux de la peau, de la honte et des secrets. Alors là, c'est compliqué, parce que déjà, c'est vraiment bizarre, hein, dieu de la peau, la honte et les secrets, d'accord, mais la peau. En tout cas, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est peut-être les titres de dieux de la Trinité. Mais peut-être pas, peut-être que c'est, il y a la Trinité d'un côté avec 3 dieux, et c'est 3 dieux de l'autre. Je ne sais pas, c'est très brouillon. Peut-être que du coup, les dieux du Ragnarok ne sont pas la Trinité divine, mais c'est eux,
eux du coup. Je ne sais pas, vraiment, là c'est la partie très étrange du Panthéon, mais je me dis que si ces dieux sont nommés, c'est qu'on va les voir à un moment, non ? Mais les autres dans tout ça. Et oui, parce que des dieux ou des êtres comme des dieux dans Doctor Who, il y en a plein. Je pense notamment aux dieux du Ragnarok du coup, à la bête de The Satan Pit, les éternels qui avant le Panthéon de la Discorde étaient souvent mentionnés comme faisant partie de la même espèce que le Toymaker, ou en tout cas un truc lié. Le temps dans Flux, qui est une sorte de dieu parce que c'est quand même le dieu du temps. Le démon dans The Demons, enfin vraiment il y en a plein. Et donc j'imagine que s'il n'y a pas eu plus de personnes citées, c'est parce que c'est vraiment une liste définie et choisie. En tout cas j'ai toujours aimé l'idée d'un panthéon. Ça permet d'avoir plein de personnages qui ont le point commun de faire partie de ce panthéon, mais qui ont tous leur particularité à eux. J'aime beaucoup l'idée que Doctor Who parte dans le surnaturel, mais en même temps pas complètement non plus. Ça change quand même de tout ce qu'on a eu avant. On voit des nouveaux ennemis, on va sûrement voir des nouveaux ennemis du coup avec les nouveaux, Reprobate, Incensor et tout ça. Et on revoit aussi des anciens, comme le Toymaker qu'on n'avait pas vu depuis 60 ans, Sutekh qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, ou le Trickster qu'on n'a jamais vu dans la série principale et qui pourrait enfin faire son apparition. Ça permet aussi de faire beaucoup de théories, et j'adore les théories, vous le savez, parce que du coup on peut théoriser sur les membres. Alors pour l'instant on peut pas trop théoriser sur les nouveaux, parce qu'on sait pas grand chose, mais au fur et à mesure des saisons, je pense qu'on en apprendra plus avant de vraiment les voir. Et puis au final, ce nouveau panthéon ne fait que remplacer un ancien, le panthéon des ennemis classiques de Doctor Who. Je veux bien sûr parler des Daleks, Cybermen, le Maître, les Sontariens, les Anges Pleureurs, ce qui fait que quand cet ancien panthéon va revenir, quand on va revoir les Daleks, les Cybermen et tout ça, ça va vraiment faire plaisir. Et surtout, moi j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont réagir au côté surnaturel de la série, parce que les Daleks, les Cybermen, les Anges Pleureurs à la rigueur, ça va je pense. Les Sontariens, ils sont pas habitués à évoluer dans un environnement surnaturel. Je les vois vraiment mal affronter Sutekh, Trickster, Toymaker. Par contre, il y en a un que je vois très bien être impliqué là-dedans, c'est le Maître. On sait déjà qu'il a affronté et perdu contre le Toymaker, mais je le vois très bien être capable de faire ami-ami avec le Panthéon et de demander à en devenir membre. Après tout, c'est un seigneur du temps, un être qui est déjà très puissant, et avec un peu d'aide des autres dieux, il pourrait devenir encore plus puissant, et ça pourrait changer un petit peu le personnage du Maître qui est, depuis le début, assez similaire. The Master, the God of Time. Franchement, ça marche bien. Hein. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve ce Panthéon. J'espère que j'ai pu vous apprendre tout ce que je savais sur le Panthéon actuellement. Quand on en apprendra plus, je vous le ferai savoir bien évidemment. Il y aura sûrement d'autres vidéos théories spécifiquement sur le Panthéon. Déjà, il y en a une prévue sur Mrs. Flood comme je vous ai dit qui arrive très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Likez, commentez, partagez, ça aide beaucoup la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!